Hello everybody, Pascal here, and yesterday Bonjour à tous, c'est Pascal. Hier, j'ai été interviewé par Ezequiel Bistoletti pour sa chaîne en espagnol appelée Demoliendo mitos de la política, démolir les mythes politiques. Il m'a permis de mettre en ligne ici cette version originale en anglais et il publiera la version espagnole sur sa chaîne. Donc si vous parlez espagnol et que vous souhaitez la regarder dans cette langue, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Merci. Please go over there and have a look. Thank you. Good evening, good afternoon, and good morning. Bonsoir, bon après-midi et bonjour à tous. Bienvenue à nouveau dans Démolir les mythes politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Pascal Lotaz, qui est un ami de la maison. Il est professeur associé à l'Université de Kyoto et il anime la chaîne YouTube Neutrality Studies. Je vous recommande d'aller la visiter. Il existe une version en espagnol et ils y proposent du contenu vraiment de grande qualité. Donc Pascal, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup Ezequiel de m'avoir invité à nouveau dans ton émission. Pascal, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Nous venons de vivre 4 semaines historiques, à commencer par la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska il y a 30 jours, à Anchorage. 30 days ago in Anchorage. Then we had 1 week ago or 1.5. Ensuite, il y a une semaine ou une semaine et demie, le sommet de l'OCS à Tianjin, près de Pékin. L'OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, comme vous le savez. Plus tard, nous avons assisté à ce défilé de la victoire impressionnant en Chine, avec Xi Jinping, Poutine assis à sa droite, Kim Jong-un également présent, et de nombreux dirigeants mondiaux qui semblaient adresser un message de multipolarité à l'Occident. Enfin, il y a eu le Forum économique oriental à Vladivostok, en Russie, avec des déclarations très intéressantes de la part de Poutine. Donc en prenant tout cela en compte, que pensez-vous de l'ensemble de ces événements et du message qu'ils envoient au monde concernant la multipolarité, l'unipolarité, l'Occident, l'Orient, les structures de pouvoir, etc. The West, the East, power structures, and so on. Well, I mean, it's not that often that... Eh bien, je veux dire, il n'est pas si courant que tant d'événements internationaux se succèdent ainsi, et certains d'entre eux étaient prévus depuis longtemps, comme la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai et bien sûr le Forum. D'autres choses se sont produites très rapidement, comme la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et puis, dès le lundi suivant, je veux dire, cela s'est passé un vendredi. Et le lundi, on voit les Européens affluer à Washington. À l'origine, Trump voulait seulement inviter M. Zelensky, mais les Européens ont tout simplement débarqué et ont dit « Nous allons venir avec lui ». Et puis, Donald Trump a en fait profité de l'occasion pour humilier les Européens de manière assez significative en les faisant s'aligner dans son bureau, devant son bureau, sur ses petites chaises et en prenant même des photos de la scène. C'est absolument fantastique. Et ce qui me fascine le plus, c'est que nos médias en Europe présentent cela comme une victoire. Le fait que les Européens soient inclus et aient une négociation avec les Américains. C'est comme non, c'était clairement condescendant envers eux, et ils ne s'en rendent même pas compte. Je viens d'avoir une conversation avec Anuradha Chenoy, une universitaire indienne, et elle m'a dit qu'en Inde, tout le monde se rend compte que cela a été une immense humiliation et une insulte. Mais bon, les Européens vivent dans leur petite bulle, et je pense que nous y reviendrons plus tard. Mais pour moi, ce que cela signifie, c'est que nous avons désormais la preuve définitive que même la dernière personne, même Mark Rutte, a dû comprendre que nous vivons désormais dans le siècle multipolaire, et qu'il n'appartient plus à un pays particulier comme les États-Unis, ni même à un groupe comme le G7 ou l'OTAN, de dicter au reste du monde ce qui va se passer. L'OMC et le FMI n'ont plus le pouvoir structurel de simplement faire taire les autres et de les réduire au silence. Et les autres, ils organisent maintenant des réunions qui n'avaient lieu qu'une fois par décennie, comme la conférence de Bandung de 1955.
la première fois que le Sud global s'est réuni et a réellement été remarqué en tant que groupe de pays. Puis, comme dans les années 60, il y en a eu un autre, comme en Yougoslavie et ainsi de suite, le mouvement des non-alignés, qui se réunissait parfois. Et ce groupe au sein de l'ONU se parlait de temps en temps. Mais dans l'ensemble, pendant la guerre froide, on ne pouvait pas complètement les ignorer, mais ils faisaient pâle figure face à la structure bipolaire et à l'importance de ces deux blocs. Ensuite, dans les années 1990, rien de comparable ne s'est produit, et tout s'est structuré autour des États-Unis, de l'Europe, du G7, du G8. On pouvait voir comment, à un moment donné, la Russie et la Chine ont essayé de s'intégrer à cette structure d'après-guerre froide. Et cette période est bel et bien révolue. Donc, d'une certaine manière, nous sommes maintenant clairement au-delà de la fin de la guerre froide. Vous savez, ces 30 dernières années, on parlait toujours que growth, it's a bref word. We always talked about the Cold War and the post-Cold War. The post-Cold War now has ended. We don't have a proper... L'ère post-guerre froide est désormais terminée. Nous n'avons pas encore de terminologie appropriée pour la désigner. Je dirais que nous l'appellerons probablement quelque chose comme le moment unipolaire, les 30 années unipolaires. Et nous avons désormais dépassé ces 30 années unipolaires pour entrer dans une nouvelle structure multipolaire. Cette structure multipolaire me semble en grande partie animée et dirigée par l'Asie de l'Est et du Sud. L'Asie du Nord également, avec la Russie qui couvre une grande partie de l'Asie du Nord, ainsi que la Chine, l'Inde et aussi les États de l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Naturellement, l'Afrique et l'Amérique du Sud font aussi partie de ce développement global, notamment au sein des BRICS. Mais les poids lourds structurels se trouvent dans la partie orientale du continent eurasiatique. Je pense que ce à quoi nous assistons, c'est un déplacement de la gravité politique vers cette région, ce qui ne veut pas dire que les autres ne compteront plus. Mais il s'agit là d'un nouveau phénomène. Permettez-moi de prendre l'une des photos les plus choquantes, ou du moins l'une des plus symboliques, que nous ayons vues au cours de ces 4 semaines. En fait, lors du sommet de l'OCS, nous avons eu cette photo, je crois même qu'elle a été repartagée, republiée par Trump. Cette photo où l'on voit Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi souriant, se tenant la main, dans un contexte où les États-Unis imposent des sanctions uniquement à l'Inde, parce que l'Inde continue d'acheter et continuera d'acheter du pétrole russe. À partir de là, selon vous, qu'essaie de faire Trump? Il y a eu ce débat dont vous avez parlé sur votre chaîne à propos de Trump et de sa véritable position en matière de politique étrangère. Trump est-il un faiseur de paix à qui l'on n'a pas permis de faire son travail comme il aurait théoriquement voulu le faire? Ou est-il en réalité un autre représentant de l'impérialisme américain dans cette soi-disant continuité de l'agenda ou de la position? Qu'en pensez-vous? Bonne question. Vous savez, il y a un grand débat en ligne pour savoir si Donald Trump est vraiment sérieux et si l'administration Trump représente réellement le premier signe d'un véritable changement dans la politique étrangère des États-Unis, ou s'il ne s'agit, comme le dit Brian Berletic, que de la dernière version de l'agenda de continuité. Globalement, ce que l'on constate, c'est que encore et encore, les États-Unis essaient de briser leurs rivaux stratégiques, la Russie et la Chine dans ce cas. Et chaque fois qu'ils se heurtent à un mur, ils se replient, se réarment, puis font semblant de vouloir être amis avec tout le monde. Mais en réalité, ils se préparent simplement à la prochaine forme d'attaque, qu'elle soit ouverte ou secrète. Et ce qui se passe actuellement avec la Russie n'est que la dernière version de ce schéma, n'est-ce pas? Et c'est un argument très important et sérieux. Le fait est que nous ne pouvons pas savoir exactement de quoi il s'agit, car il y a des moments où la politique étrangère des États-Unis et celle des grandes puissances changent radicalement. L'un de ces moments s'est produit entre 1941
et 1945 aux États-Unis. Car les États-Unis avaient une politique de neutralité inscrite dans leur loi depuis 150 ans, et c'était un pilier. C'était un pilier de la politique étrangère américaine envers les Européens, pas le genre de neutralité pratiquée par la Suisse ou l'Autriche. Très différent, une neutralité très belliqueuse, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il était important qu'ils disent « Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans de stupides petites guerres européennes, des conflits insignifiants. » Et après 1945, ils ont changé cela. Ils ont dit « Nous n'allons pas refaire ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. » Nous n'allons pas battre en retraite. En réalité, nous allons faire exactement le contraire. Nous allons déployer nos soldats partout et nous allons adopter une stratégie totalement nouvelle vis-à-vis de l'Europe et du continent eurasiatique. En fait, nous allons essayer d'installer autant de bases militaires que possible aux 4 coins du monde. Et cela, c'était vraiment inédit. Cela n'existait pas avant 1945. Il y a donc aussi cette question légitime. Assistons-nous actuellement à une nouvelle transition de plusieurs années vers une politique étrangère différente? Ou est-ce, comme le dit Berletic, simplement la même chose qu'avant? Pour ma part, je considère que Donald Trump, d'un certain côté, est probablement vraiment différent d'une partie de l'ancien establishment, en particulier des néoconservateurs que nous avons connus. Et nous avons également constaté qu'il semble avoir tiré des leçons de son premier mandat, car tous les postes importants ne sont pas occupés par des néoconservateurs. Rappelons-nous que, lors de sa première administration, il avait des personnes comme John Bolton et Pompeo, des archi-néoconservateurs à des postes de sécurité très sensibles, et sa politique étrangère leur a largement emboîté le pas. Pas complètement, mais dans une large mesure. Ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il y a au moins quelques modérés dans le cabinet, comme Tulsi Gabbard, comme Kennedy, même si Kennedy travaille bien sûr sur des questions de santé. Mais il y a quelques garde-fous. De plus, son vice-président n'est pas non plus un archi-faucon, même s'il tient parfois un discours belliqueux. Mais on observe un cabinet un peu plus, disons, équilibré dans une certaine mesure, même si des personnes comme Bessette, son secrétaire au commerce, et aussi Keith Kellogg sont clairement du côté néoconservateur. Mais vous pouvez voir qu'il y a un mélange assez éclectique, je dirais. Et par-dessus tout cela, il y a sa nature personnelle, que nous avons appris, jusqu'à présent, à être plus ou moins celle d'un tyran de cour d'école. Donc je crois vraiment que parfois, ses instincts prennent le dessus, et il pense qu'intimider les autres pour les soumettre lui apportera des victoires. Et il va effectivement très loin avec cette méthode auprès des Européens, qui finissent par céder face à lui lors de toutes ces négociations commerciales, et ainsi de suite. Très rapidement, Ursula s'est simplement rendue là-bas pour acquiescer à tout et louer le papa, y compris Margaret, qui a loué leur protecteur. Et je ne pense pas qu'il comprenne la différence entre les Européens et, disons, les Indiens. Dans son esprit, probablement, si les Européens ont suivi, alors les Indiens devraient naturellement suivre. Parce que, je veux dire, ils ne sont même pas sur le même plan. Donc je ne pense pas qu'il ait conscience de ce qui se passe dans le reste du monde, dans la majorité mondiale, dans le Sud global, et que l'Inde suit une trajectoire complètement différente de celle des Européens. Et c'est pourquoi il applique la même approche. On peut aussi voir que son approche consiste à isoler les pays un par un, n'est-ce pas? Négocier avec le Japon, négocier avec la Corée, avec, les Européens collectivement, mais ils sont déjà tenus en laisse très courte, et avec les Indiens, et un par un, afin qu'ils ne puissent pas s'unir contre lui. Et ensuite, menacer chacun, et aussi essayer de jouer les négociations bilatérales les unes contre les autres, n'est-ce pas? Parce qu'il comprend très bien que s'il lui accorde des droits de douane de 15% aux Japonais,
alors les autres voudront la même chose. Donc, en menaçant avec 30%, 40%, 50%, puis en accordant finalement 15% à l'un, il crée une incitation pour que les autres acceptent d'être taxés, mais au même taux, car ils veulent être au même niveau et bénéficier d'une concurrence équitable sur le marché américain. Il a donc agi de manière assez habile, mais je pense qu'il va actuellement trop loin. Et dans l'ensemble, cela donne une mauvaise image. Cela donne une mauvaise image à l'extérieur des États-Unis. Cela va influencer la volonté des autres de coopérer. Parce qu'en ce moment, on voit aussi comment, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, il existe tout un cadre sur la manière dont les pays s'accordent pour traiter les uns avec les autres. Et ce cadre repose sur un accord volontaire, ajouter quelque chose volontairement, comme rejoindre volontairement, et sur l'égalité, plus ou moins. Il n'y a jamais d'égalité parfaite, mais plus ou moins, on se regarde d'égal à égal, et on essaye, du moins en apparence, de montrer que tout se passe sur une base juste et équitable. Comparez cela avec les États-Unis, qui n'ont aucun problème à humilier leurs alliés les plus proches et à faire savoir à tout le monde qui est le chef. Ce sont simplement deux modèles très différents. Et le modèle de la majorité mondiale est clairement plus attrayant. Cela laisse donc les États-Unis et les Européens, dans une moindre mesure, avec un bâton toujours plus grand, toujours plus menaçant, parce que la carotte ne fonctionne plus. Ils n'ont plus de carotte. Ils ne pensent même plus aux carottes. L'une des raisons pour lesquelles il est si difficile d'interpréter Donald Trump tient certainement à son caractère erratique. Un jour, il dit une chose, et le lendemain, il affirme exactement le contraire. Mais dans ce contexte, ce que nous avons observé au cours des 2 dernières semaines a été qualifié par certains analystes de nouvelles postures parmi les nombreuses interprétations possibles du gouvernement Trump. Et cette nouvelle posture, cette nouvelle position, est appelée d'une certaine manière recentrage sur le territoire national. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Trump prend le contrôle des gouvernements de villes américaines très importantes. Ce fut le cas à Washington, et on dit qu'il va faire de même à Chicago. Il a également mentionné qu'il prendrait le contrôle d'autres villes par l'intermédiaire du gouvernement fédéral. Et en plus de cela, il rassemble aussi, pas forcément des troupes, mais des navires de guerre et des avions, dans le bassin des Caraïbes, près du Venezuela. Pour les Américains des États-Unis, très souvent, la patrie, ce sont les Amériques, n'est-ce pas? Certains disent qu'il revient à la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Et par Amérique, j'entends le continent américain, avec les États-Unis ou le gouvernement américain se recentrant sur leur propre patrie et le continent américain. Pensez-vous que cela pourrait être le cas, ou s'agit-il simplement d'une nouvelle initiative erratique de l'administration Trump? Je veux dire, d'une certaine manière, j'aimerais que ce soit le cas, même si cela annoncerait évidemment de très mauvais présages pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, si tout le poids des États-Unis revenait uniquement sur cette partie du monde. Mais bien que oui, ce soit nouveau que Donald Trump fasse cela en interne et dans les Amériques, l'autre partie du tableau me semble un peu absente. Et c'est le signal que l'ancienne stratégie est terminée. Regardez, la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN il y a seulement 2 ans, n'est-ce pas? Et la toute première chose que les États-Unis ont commencé à faire a été de négocier immédiatement. Non pas un accord pour avoir des troupes de l'OTAN sous un commandement commun sur des bases communes dans ces pays, mais immédiatement des bases américaines. Il y a donc maintenant 15 et 17 bases américaines. Et les accords de base sont déjà conclus, signés et terminés. Cela permet aux États-Unis, pendant au moins 10 ans, d'avoir leurs troupes là-bas sur 15 et 17 bases.
Cela fait donc plus de 32 nouvelles bases américaines dans les pays nordiques. Et cela n'est pas seulement inutile, c'est en réalité contre-productif si l'on prend au sérieux l'argument russe selon lequel ils se sentent menacés par la proximité des forces de l'OTAN. C'est aussi l'un de ces sujets de joie et de fierté pour les Européens qui disent « Ha ha ha, regarde, Russie, ce que tu as eu, ha ha ». Mais c'est très contre-productif pour des négociations sérieuses sur la sécurité partagée et la coopération sur le continent eurasiatique. C'est l'opposé de l'idée de l'OSCE et aussi de l'Organisation de coopération de Shanghai, d'ailleurs, ainsi que de la reconnaissance que la sécurité de l'un ne peut exister que si la sécurité de l'autre est assurée. Vous savez, cela correspond tout à fait au principe désormais largement accepté dans le Sud global et la majorité mondiale, selon lequel, pour désamorcer le dilemme sécuritaire, il faut prendre en compte les perceptions de sécurité de chacun. Et c'est quelque chose que Trump pourrait inverser. Il pourrait dire « D'accord, retirons les troupes, travaillons à la désescalade sur ce front et envoyons un signal à la Russie que nous sommes sérieux. » Et pas seulement, vous savez, amorcer des démarches pour redevenir un partenaire digne de confiance. Et cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas en Russie, dans les pays nordiques, cela n'arrive pas au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, cela n'arrive pas au Japon. Je veux dire, il n'y a aucun signe, je n'en ai vu aucun, de retrait américain ou même de réduction, même dans la rhétorique. Donc d'une certaine manière, j'interprète ces dernières mesures davantage comme l'ajout d'un autre. Comment les appelle-t-on? Le Jenga, les pièces de Jenga, on en retire une ici et on la place au sommet pour rendre la tour plus haute. Mais tout devient plus instable. Donc, je pense que c'est simplement le dernier empilement de Jenga, de choses qui au final va s'effondrer. Un excès d'engagement et de surextension sur tous les fronts. Mais cela va de pair avec l'idée que les États-Unis peuvent tout accomplir, qu'il n'y a rien au-delà de leur capacité. Ce qui est, bien sûr, une position très néoconservatrice. C'est vraiment néoconservateur, cette idée selon laquelle nous n'avons pas à nous soucier des contraintes réelles parce que tout peut être accompli. Il suffit de le vouloir, et il a probablement cédé aux mauvais conseils. Encore une fois, peut-être qu'il y croit lui-même, je ne sais pas. Mais aussi, par exemple, renommer le département de la Défense en département de la guerre montre simplement une mauvaise interprétation de la situation. Cela dit, je dois reconnaître que renommer le département de la Défense en département de la guerre est en réalité un acte d'honnêteté, parce que c'est ce que c'est, ça l'a toujours été. Mais le problème, c'est qu'il ne le renomme pas par souci d'honnêteté. Il le renomme pour menacer, n'est-ce pas? C'est ça, sa logique. Sa logique n'est pas celle que moi, Glenn Dizaine, et beaucoup d'autres, Medea Benjamin par exemple, adoptons. Nous disons, d'accord, c'est plus honnête ainsi, au moins vous nous donnez une idée claire de ce à quoi cela sert. Mais lui dit, non, non, cela va changer la logique de tout, et cela montrera à quel point nous sommes durs. La paix par la force, la paix par la menace de guerre, ce qui est bien sûr l'opposé de ce que dit la Charte des Nations Unies. Et c'est l'opposé de ce que disent les autres pays des BRICS et de l'OCS, car ils répètent sans cesse, nous devons respecter la Charte de l'ONU. Les Européens et jusqu'à présent, les Américains s'y sont toujours référés, au moins en parole. C'était très hypocrite, mais il y avait tout de même ce discours. Et Donald Trump se débarrasse même de ce discours. Donc en un sens, il y a du bon et du mauvais à en tirer. Mais la motivation, c'est clairement de continuer à menacer. Et ça fonctionne de moins en moins. Allons en Ukraine. Voyez-vous les États-Unis se retirer d'une certaine manière, réduire leur engagement comme nous l'espérions tous avant l'arrivée de Trump au pouvoir, avec sa promesse de réorienter la politique étrangère américaine contre la Chine et de se retirer d'Ukraine. Pensez-vous que cela se produit? Et si c'est le cas,
Cela s'accompagne-t-il également d'une division du travail, comme l'a dit Exeth, dans le sens où l'Europe prendrait la direction là-bas, avec le déploiement supposé de troupes, même s'il y a eu tant d'allers-retours à ce sujet? Les États-Unis se retirent-ils enfin et l'Europe prend-elle la tête? Ou est-ce simplement l'image qu'ils veulent projeter? Et le fait est que les Européens tiennent un discours sur leur volonté de prendre les devants, mais ils n'en ont pas la capacité. Et ils le savent très bien, parce que s'ils avaient vraiment voulu prendre l'initiative, ils l'auraient fait. Ils ont eu d'innombrables occasions, mais ils reculent toujours. Car jusqu'à présent, la principale exigence des Européens envers les États-Unis, c'est ce soi-disant filet de sécurité qui n'est que du vent. Un filet de sécurité signifie que les Américains garantissent qu'ils viendront à leur secours et qu'ils enverront des troupes. Parce qu'à la seconde où les premières troupes européennes, allemandes, françaises ou autres, mettront le pied en Ukraine, elles seront anéanties par les Russes. Et alors, les Européens vont pleurer et demander à papa de venir les aider. Donc, en gros, c'est un accord selon lequel ils le feraient conjointement et qu'ils s'engageraient ensemble. Et les États-Unis ont catégoriquement exclu cette option sous Trump. Et les Européens n'osent pas le faire. Et ils ne le veulent pas. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Je veux dire, malgré toute l'arrogance, toute la stupidité, tout le bain de sang, et l'envoi du dernier Ukrainien mourir pour les fantasmes européens de démanteler la Russie. Malgré tout cela, il reste encore assez de rationalité dans ces capitales, à Londres, Berlin, Paris, pour dire non, si nous y allons seuls, nous ne voulons pas d'une guerre totale, seuls contre les Russes. Ils veulent essayer de pousser l'OTAN, mais pousser l'OTAN signifie pousser les États-Unis. Et les États-Unis ont répété à plusieurs reprises que ce n'est pas ce qu'ils font. Et si vous y réfléchissez, cela en fait du sens, car tout l'enjeu de l'Ukraine était d'avoir une guerre par procuration, ou une guerre de coalition, ou une guerre d'application, peu importe comment on l'appelle, une guerre contre la Russie sans avoir une véritable guerre OTAN-Russie. Et ils s'en tiennent à cette idée, du moins pour l'instant. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à présent, bien sûr, les Européens sont, comment dire, je crois qu'il y a une expression en espagnol comme plus papiste que le pape, c'est-à-dire plus royaliste que le roi. Et c'est comme, d'accord, nous devons faire ce que nous pensons être le but et essayer de le faire tous ensemble. Et c'est le discours d'un côté des médias publics, etc., et des politiciens, vous les avez. Mais d'un autre côté, on voit bien que les politiciens sont en réalité très mécontents, même à l'idée que les Américains pourraient vraiment vouloir parvenir à un accord de paix avec les Russes. Aussi parce que, bien sûr, cela leur enlèverait leur principal argument qu'ils présentent à leur population depuis très longtemps. Mais encore une fois, du moins pour l'instant, il semble y avoir une forme d'accord sur le fait qu'une guerre totale avec la Russie n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'y préparent pas, car on voit beaucoup de préparatifs en cours, et les Allemands le disent ouvertement. Les Finlandais disent que ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais quand, et qu'ils doivent désormais augmenter leur production militaire. Mais au moins, même si c'est le cas, ils semblent comprendre qu'ils sont actuellement trop faibles pour cela et qu'il faut attendre. Mais c'est bien sûr une perspective inquiétante. Je voulais justement en venir là avec ma prochaine question. Comme vous l'avez dit, l'Europe aimerait envoyer des troupes en Ukraine et aider l'Ukraine à gagner la guerre. Cependant, elle se rend compte, ses dirigeants se rendent compte que ça n'est pas possible pour l'instant. Mais en même temps, on observe cette préparation à la guerre. Il y a une semaine, l'homme politique allemand Friedrich Merz a en quelque sorte annoncé le rétablissement du service militaire, pour l'instant non obligatoire. Mais il a été très clairement indiqué que ce n'est que temporaire. L'idée est de le rendre obligatoire
assez rapidement, comme c'était le cas auparavant. Il a également déclaré que l'Allemagne souhaite avoir un demi-million de soldats dans son armée. De nos jours, je pense qu'il y a quelque chose comme 100 ou 150 000, peut-être un peu plus, mais rien de comparable. En Allemagne aussi, il y a eu la modification de la Constitution pour permettre à l'Allemagne de s'endetter davantage afin de se réarmer. Au niveau européen, nous avons ce programme de réarmement avec 800 milliards d'euros alloués au réarmement de l'Europe. Nous avons également cette rhétorique qui nous est continuellement servie par les médias, par les dirigeants politiques, sur les méchants Russes qui voudraient envahir l'Europe. Donc, longue introduction pour une question courte. L'Europe se prépare-t-elle à la guerre dans quelques années? Vous étiez en Europe il y a quelques semaines. Comment avez-vous ressenti cela en étant ici? Je n'ai pas eu de contact avec ces milieux. Je veux dire, avec le cercle de la sécurité en Europe, pas du tout. Donc, je ne peux pas te donner de retour là-dessus. Mais la rhétorique va clairement dans ce sens. D'un côté, oui. Je veux dire, c'est comme la façon dont les Européens présentent actuellement leur situation sécuritaire en des termes apocalyptiques, avec les Russes qui essaient de prendre le contrôle de toute l'Europe, montre naturellement qu'ils veulent se réarmer. Et il ne fait aucun doute qu'ils le souhaitent. La question, c'est, en sont-ils capables? Parce que toute la stratégie qu'ils ont suivie les conduit maintenant à la désindustrialisation. Et je me demande s'ils s'en rendent compte. Mais enfin, ils doivent bien le savoir. Je veux dire, ils doivent bien se rendre compte. Malgré toutes les absurdités qu'on nous sert dans les actualités, les médias, et de la part des politiciens qui nous disent à quel point l'OTAN est formidable et puissante. La plus grande alliance, la plus forte de tous les temps, blablabla. Même ces gens-là doivent voir que ce que nous venons de constater, c'est qu'en 3 ans et demi, cette alliance n'a pas réussi à produire autant de matériel militaire que les Russes. Les Russes les ont surpassés en production. C'était une guerre d'usure. Bien sûr, c'est quelque chose qui a été soigneusement caché au grand public. On a fait croire au grand public que les Russes tentaient désespérément d'atteindre Kiev et de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Et puis, vous savez, qu'ils ont échoué. Ils ont été repoussés, et puis d'une certaine manière, tout s'est enlisé. Et oui, les Russes sont maintenant présentés comme très faibles, bien qu'ils restent bien sûr une menace énorme. Mais ce qui s'est réellement passé, et c'est parfaitement clair, je veux dire, je ne pense pas que des observateurs sérieux contesteraient aujourd'hui l'affirmation selon laquelle ce que faisaient les Russes, c'était une guerre d'usure. Ils étaient dans la deuxième phase. La première phase de la guerre était celle où même Vladimir Poutine disait que ce qu'il voulait, c'était effrayer les Ukrainiens pour les pousser à accepter la neutralité de l'Ukraine. C'était l'idée de départ. Première phase, lorsqu'ils sont entrés avec beaucoup trop peu de troupes, 140 000 soldats, bien trop peu pour conquérir l'Ukraine. Et ils sont allés jusqu'à Kiev. Ensuite, ils ont négocié. Et puis bien sûr, Boris Johnson et d'autres. Les négociations se sont effondrées. Et puis ils ont dû se retirer et regrouper leurs forces. Il leur a fallu 1 an pour changer complètement d'approche. Mais ensuite, ils se sont engagés dans une guerre d'usure pendant 2 ans. Tout ce que l'OTAN pouvait leur opposer. Des chars Léopard, différents véhicules, différentes munitions. Ils l'ont simplement broyé. Ils ont laissé venir et ont broyé tout cela. Même la grande offensive d'été d'il y a 2 ans, ils l'ont simplement encaissée, absorbée, puis ont contre-attaqué. Ils ont détruit toute la production, tout ce que l'OTAN pouvait épargner. L'OTAN a encore quelques réserves de son côté. C'est d'ailleurs ce que certains ultra-militaristes critiquent. Ils disent « Nous devrions donner notre dernier char aux Ukrainiens ».
Mais il y a des gens, des responsables militaires en Allemagne, en France, en Pologne, etc., qui ont dit « Attendez, attendez une seconde. Nous sommes maintenant très à court et nous devons garder cela pour nous-mêmes. » Ainsi, les Russes ont usé l'OTAN. Et il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un problème structurel, mais aussi d'un problème industriel. Ils n'ont même pas assez d'obus. Je veux dire, ils cherchaient désespérément des obus, alors que les Russes continuaient à tirer à un rythme bien plus élevé. Exactement. Donc je suis convaincu qu'au poste de direction, ils comprennent qu'ils ne sont actuellement pas en position de mener une guerre. Mais encore une fois, ils pourraient essayer de le faire à l'avenir et s'y préparer. Et c'est là que va votre argument. La question est, encore une fois, peuvent-ils le faire? Parce que la réindustrialisation prend beaucoup de temps, et cela prendrait longtemps, même si l'Europe avait accès au pétrole russe bon marché. Cela prendrait longtemps, même s'ils n'étaient pas aussi structurellement tenus en laisse courte par les États-Unis, et s'ils avaient accès aux matières premières. Mais ils sont en train de perdre cet accès en ce moment. Donc j'espère qu'ils ne pourront pas le faire, même avec le complexe militaro-industriel américain. Et juste un dernier point. Si le chancelier allemand affirme qu'ils ont besoin d'un demi-million de personnes dans la Bundeswehr, c'est simplement un autre de ces moments où les Allemands rompent leurs accords internationaux. Car dans le traité sur le règlement définitif concernant l'Allemagne, issu du traité 4+2 qui a permis la réunification des deux Allemagnes, ou plutôt l'annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, il est écrit que la Bundeswehr est limitée à 370 000 soldats. S'il existe un projet politique visant à dépasser ce plafond, il s'agit d'une nouvelle violation du droit international, alors même que les Allemands affirment toujours respecter ces règles de manière sacrée et qu'ils reprochent aux Russes de ne pas les suivre, soit dit en passant. Encore une question sur l'Ukraine. Poutine a déclaré en Chine que si rien ne change, le problème ukrainien sera finalement résolu militairement. C'est une opinion que plusieurs analystes partagent, le plus célèbre étant John Mearsheimer. Penses-tu que ce sera le cas, Pascal? Qu'au final, la résolution de ce conflit, qui n'est qu'une dimension d'un conflit bien plus vaste, comme nous le savons, sera décidée exclusivement par des moyens militaires? J'espère que non. Je veux dire, ça sauverait de nombreuses vies s'il y avait un accord politique. Et encore une fois, nous ne sommes pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans cette petite partie, sans parler du conflit structurel plus large entre la Russie et l'OTAN et l'Occident en général. Mais concentrons-nous simplement sur le plus petit et très très différente de quelque chose comme, disons, Gaza, le génocide qui s'y déroule. Ce n'est pas une guerre d'anéantissement qui est menée. C'est une guerre très très traditionnelle, classique, clausewitzienne armée contre armée, État contre État, autour d'objectifs politiques. Et ces objectifs politiques peuvent, comme Clausewitz nous l'a dit, être atteints soit par des négociations à la table, soit sur le champ de bataille. Et la stratégie que les Russes mettent actuellement en œuvre, et ils le disent depuis 2 ans, c'est qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Nous négocierons tout en continuant à tirer. Ils poursuivent une double approche, c'est-à-dire à la fois militaire et diplomatique. S'ils peuvent atteindre leurs objectifs par la voie diplomatique, ils la saisiront. Mais s'il n'y a pas d'accord pour traiter ce que les Russes appellent les causes profondes, d'une part, la neutralité de l'Ukraine, d'autre part, un cadre de sécurité pour le continent et la situation politique intérieure en Ukraine, où ils veulent écarter ces factions d'extrême droite de la vie politique. Et enfin, les différents territoriaux, où ils affirment désormais « Regardez, ces 4 oblasts sont désormais à nous », alors ils continueront militairement.
these four oblasts are now ours. Period. You've got to accept that. You had a chance. Vous devez accepter que vous aviez une chance il y a 3 ans, mais maintenant, il faut l'avaler. À moins que ces conditions ne soient remplies, les Russes poursuivront l'opération militaire. La question pour eux est alors, qu'est-ce qu'une solution militaire? Parce que je n'ai jamais parlé à un expert ou spécialiste russe qui affirme qu'il est dans l'intérêt de la Russie d'occuper toute l'Ukraine. Surtout, puisque la partie occidentale de l'Ukraine est tellement farouchement anti-russe que si vous essayez de l'absorber, ce serait comme avaler une pilule empoisonnée. N'est-ce pas? Donc cela ne peut pas être l'objectif militaire. L'objectif devrait être de porter la guerre à un point où l'on peut établir une zone de sécurité, plusieurs dizaines, voire une centaine de kilomètres de profondeur le long de tout le front. Et ensuite, un peu comme le modèle coréen, n'est-ce pas? En gros, diviser à cet endroit et arrêter les combats sur cette ligne. Mais même cela n'est pas une position bonne ou sûre. Donc, à mon avis, cela ne peut pas être une situation idéale. La situation idéale reste de parvenir à une forme de compréhension politique qui maintiendra la stabilité. Et juste une remarque supplémentaire. Lorsque les Européens disent qu'ils envisagent d'envoyer des troupes au sol, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, en tant que sécurité, comment appellent-ils cela? Des forces de maintien de la paix? Des forces de maintien de la paix. Et nous devons penser à l'Ukraine. Vous savez, une fois que les combats cesseront, il faudra dissuader la Russie d'attaquer à nouveau. C'est tellement absurde à dire, car les Russes ont déjà clairement indiqué que toute présence de troupes de l'OTAN en Ukraine leur est inacceptable. Et c'est précisément pour cela qu'ils mènent cette guerre. Donc ils ne s'arrêteront pas. Si c'est cela l'idée des Européens, comment cela va se terminer? Ils ne s'arrêteront pas. Et ensuite, pourquoi se soucier de la prochaine guerre, alors que la guerre actuelle est toujours en cours? Cela n'a absolument aucun sens pour moi. C'est pourquoi ce n'est qu'un discours creux de la part des Européens. C'est simplement un autre moyen de maintenir la discussion et de donner l'impression à leur propre population qu'ils agissent, alors qu'en réalité, ils sont totalement dépourvus de but en ce moment. Le problème que cela pose pour les Russes est évidemment le suivant. Comment parvenir à ce genre de moment où l'on obtient une forme d'accord? Parce qu'il faut un accord. L'Europe a besoin d'accords. Et chaque grande guerre des derniers siècles s'est toujours terminée par une forme d'accord qui a ensuite assuré la stabilité jusqu'à la prochaine fois où tout s'est effondré. 1648, Westphalie. 1815, Vienne. 1918, à Paris, Versailles. 1945, les Nations Unies et ses déclarations, n'est-ce pas? Vous avez besoin de ces moments où les gens se réunissent autour d'une feuille de papier et en quelque sorte, pas complètement, mais en quelque sorte, s'accordent sur le fait que, au moins sur ce point précis, ils ne sont pas en désaccord ou bien ils le conservent. Et donc, il faut parvenir à ce moment-là. Malheureusement, ce sont actuellement les Européens qui font principalement obstacle à cela. Les négociations seraient différentes si Paris, Londres et Berlin acceptaient également qu'il est temps de clore ce dossier, qu'ils prennent les Russes au sérieux et créent une structure à laquelle ces derniers peuvent adhérer et que nous pouvons surveiller. Il n'est pas nécessaire de leur faire confiance. Il suffit de surveiller et de créer quelque chose que l'on peut contrôler d'une manière ou d'une autre, comme le contrôle des armements. Mais ce sont les Russes, les Chinois et le Sud global qui s'expriment dans ces termes. Également à l'OCS, avec leur nouveau langage du multilatéralisme, les Européens et les Américains continuent de parler en ultimatum et en menaces. Une dernière question, Pascal. Il semble que, quelle que soit la manière dont la guerre en Ukraine se terminera, que ce soit strictement de façon militaire ou par un accord diplomatique négocié, cette guerre ne sera pas la dernière bataille
dans le cadre du conflit plus large, qui est essentiellement une lutte majeure pour la reconfiguration de l'ordre mondial, avec l'émergence de nouvelles puissances qui remettent en cause l'unipolarité américaine. Dans ce contexte, où voyez-vous de possibles futurs points de conflit? Vous avez mentionné la Finlande avec les bases américaines et l'abandon incroyablement insensé de la neutralité, qui avait pourtant été si bénéfique pour la Finlande pendant plusieurs décennies. Nous avons également la Moldavie avec la Transnistrie et la Gagaouzie. Nous voyons maintenant l'Arménie se rapprocher des États-Unis, avec Pachinian rencontrant Trump et le président azerbaïdjanais. Et d'une certaine manière, la réintroduction de ce projet de corridor du Sanjezur, qui est à son tour très problématique pour l'Iran. Nous avons presque à coup sûr la poursuite de la guerre entre Israël et l'Iran, car il est très probable qu'Israël attaquera à nouveau l'Iran tôt ou tard. Alors, où voyez-vous de possibles conflits futurs dans cette guerre plus large concernant la reconfiguration de l'ordre mondial? Je veux dire, tu as déjà exposé les scénarios les plus probables. Il va clairement y avoir une poursuite de la guerre avec l'Iran. Ce n'est pas seulement Israël, c'est toujours Israël, plus les États-Unis et leurs alliés en Europe. Ce conflit n'est pas terminé, il est simplement en pause pour l'instant. La Finlande aussi, d'une manière étrange, est en train d'être mise en avant en ce moment. Et on a vu que M. Stubb était à Washington avec les grands dirigeants européens, n'est-ce pas? Et Stubb était tellement hors contexte, je veux dire, le président de la Finlande, qu'il a dû aborder la question « Pourquoi le président de la petite Finlande est-il ici? Excusez-moi. » Et il a répondu « Eh bien, parce que nous avons une certaine expérience pour régler une guerre avec les Russes. » Oui, c'était en 1944, quand il a fallu capituler, en gros, et ensuite avaler la pilule de se faire dire à quoi ressemblerait l'avenir, parce qu'on s'était battu du côté des nazis. Et puis la Finlande, bien sûr, à partir de ces expériences, qui étaient aussi, vous savez, ce n'est pas... La Finlande a aussi été attaquée par l'Union soviétique pendant la guerre d'hiver, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'allers-retours ici. Mais au final, cela a mené à cette neutralité finlandaise qui a stabilisé tout le flanc nordique, et avec beaucoup de succès. Que cela ait été abandonné et soit maintenant inversé en son contraire est un développement très préoccupant. Même si je dois dire que, vous savez, la Finlande est maintenant, bien sûr, membre de l'OTAN. Ainsi, les pays de l'OTAN risqueraient bien plus si jamais une tentative similaire à celle menée en Ukraine était entreprise via la Finlande. Ne pas envoyer de troupes en Ukraine, c'est compréhensible, bien sûr, car l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Mais s'ils décidaient ensuite de ne pas envoyer de troupes en Finlande, qui, elle, est membre de l'OTAN, ce serait une toute autre histoire. Et laissez-moi vous dire, pour tout le public, on pense généralement que ce n'est pas possible. Mais une attaque contre l'un, c'est une attaque contre tous, n'est-ce pas? Donc tous les autres membres de l'OTAN sont contractuellement obligés, en vertu du traité de l'OTAN, d'envoyer des troupes, n'est-ce pas? Non, c'est pas exact, c'est faux. Le traité de l'OTAN stipule que les autres pays doivent apporter leur soutien par tous les moyens à leur disposition, ce qui peut inclure des moyens militaires, mais ils n'y sont pas obligés. En pratique, l'Ukraine aurait pu être membre de l'OTAN et recevoir exactement le même niveau de soutien, ni plus ni moins, même en tant que membre de l'OTAN. Donc, en théorie, si quelque chose arrivait en Finlande, les membres de l'OTAN pourraient dire « Oui, nous allons vous soutenir, nous allons vous envoyer des armes. » Et ainsi de suite. Mais, vous savez, des troupes au sol. Non, pas pour moi, l'Allemagne. Pas pour moi, la France. Pas pour moi, la Grande-Bretagne. Parce que voyez-vous, l'article 5 dit que je peux soutenir comme je veux, mais je n'y suis pas obligé.
C'est en fait un article relativement faible, il faut le souligner. Mais cela, bien sûr, si cela arrivait, serait le coup de grâce final pour l'OTAN, car il n'y aurait alors plus aucune raison d'exister. Donc, quoi qu'il arrive avec la Finlande, cela doit être beaucoup plus soigneusement calibré. L'Arménie, à mon avis, est en train d'être démantelée en ce moment. Elle est en train d'être dépecée. Et je la vois probablement comme la prochaine victime de cette idée selon laquelle on se positionne stratégiquement et on encercle ses adversaires. Ce qui, en réalité, nous indiquerait que c'est probablement Brian Berletic qui a raison avec son argument, selon lequel la grande stratégie globale des États-Unis n'a pas changé. L'idée d'encercler les autres et de briser leur périphérie, puis d'utiliser ces failles comme point d'entrée pour subvertir l'adversaire de l'intérieur. Cette stratégie est toujours en vigueur. Et globalement, les États-Unis et l'OTAN essaieront encore de diviser leurs adversaires. Le Venezuela est un endroit où l'on pourrait voir une guerre, mais ce serait vraiment stupide. Mais encore une fois, nous avons vu tant de choses stupides de la part de la coalition des volontaires. Même le fait que les États-Unis et les Européens utilisent encore ce terme aujourd'hui, qui remonte à la guerre en Irak, dont nous savons désormais qu'elle était totalement illégale et un immense crime au regard du droit international. Et tout le monde reconnaît que c'était une erreur. Mais le jargon qui en est issu est encore fièrement utilisé par ces technocrates. Cela nous montre simplement que la mentalité n'a pas changé. J'espère vraiment que nous pourrons éviter cela. Le dernier point de tension est bien sûr Taïwan, et bien sûr le Pacifique, et peut-être même plus que Taïwan. Je pense en réalité aux Philippines. L'histoire a cette tendance à produire des surprises qui, plus tard, lorsqu'on regarde en arrière, semblent tellement évidentes. Oh, bien sûr, cela devait arriver là. Mais elles n'étaient pas du tout évidentes au moment où elles se sont produites. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, en novembre et décembre, les Américains savaient exactement que les Japonais allaient les attaquer. Ils savaient que cela allait arriver à cause des communications qui se dégradaient et de la position politique qui s'était dessinée. Mais ils s'attendaient à une attaque aux Philippines. Ils ne s'attendaient pas à une attaque à Hawaï. La surprise, c'était que ce soit Pearl Harbor, pas que l'attaque ait eu lieu. Et en ce sens, je crois aussi qu'aujourd'hui, nous pourrions nous attendre à ce qu'il se passe quelque chose dans le Pacifique et à Taïwan. Mais cela pourrait être ailleurs. Les Philippines, à mon avis, semblent être l'un de ces points chauds potentiels que nous ne surveillons pas suffisamment. Pascal, ce fut un plaisir de discuter à nouveau avec vous. Veuillez indiquer à notre public où il peut suivre votre travail. Allez sur YouTube et tapez Neutrality Studies, puis cliquez soit sur la version anglaise, soit sur la version espagnole. Et d'ailleurs, merci à tous les hispanophones sur YouTube, car vous avez fait grandir ma chaîne en espagnol de façon fantastique. C'est la plus grande de toutes mes chaînes en langues étrangères. Alors, merci. Muchas gracias a tous. Muchas gracias a todos. Pascal, j'espère pouvoir te reparler très bientôt. Merci beaucoup et au revoir. Bye.